Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre télé digitale Bignona TV avec votre toute nouvelle émission Carrefour de l'éducation et de la formation professionnelle. Alors chers téléspectateurs, comme d'habitude aujourd'hui encore je vais vous amener loin car aujourd'hui on va parler de l'éthique de l'enseignant face aux élèves. Et comme nous disait Jean-Pierre Chavernement, après la plus grande armée, c'est le corps de l'enseignant qui vient. Alors après cela, nous avons aujourd'hui sur notre plateau M. Diata, accompagné de ses élèves au lycée Aoun Sané. Mais avant de commencer le sujet, je vais laisser le soin à mes chers invités du moins, le soin de se présenter. M. Diata, bonjour. Bonjour Mariama. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie également de vous donner l'occasion de passer ici et de s'exprimer devant ce joyau de la commune. Alors, je vais laisser le soin à mademoiselle se présenter. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ok. Et mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Ok, merci. Voilà. Mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Martine Djoubdjon et je suis élève au lycée Aoun Sané. Merci beaucoup, donnez à l'eau. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maudou Diouf, je suis élève du lycée Aoun Sané et je fais la classe de seconde. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diata, aujourd'hui, on va parler de l'éthique de l'enseignant face aux élèves. Et si on parle de l'éthique de l'enseignant aux élèves, c'est parce qu'aujourd'hui, on a vu que l'éducation des élèves compte beaucoup. Et c'est les enseignants qui donnent cours aux élèves et c'est eux qui doivent montrer un bon exemple dans les établissements. Donc, selon vous, que doit être le comportement d'un bon enseignant à l'école? Merci Mariama. Donc, ça s'apprend d'ailleurs à l'école. Donc, vous savez, le professeur, il apprend à devenir professeur. Donc, on ne sort pas seulement de notre formation académique et tout de suite, on est balancé dans les classes. Même si on le fait par rapport à la fonction de vacation qu'on appelle les vacataires, mais après quand même on nous donne l'occasion de repartir à l'école et de pouvoir se former et de savoir en réalité quel est le comportement qu'il faudrait avoir face à ces élèves et dans l'établissement de manière générale. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'établissement mais au dehors aussi, n'est-ce pas? Donc un enseignant, nous savons que le corps que nous exerçons, nous avons en face de nous ce que nous avons le plus cher dans nos familles. Quand je dis le plus cher dans nos familles, c'est l'enfant. Donc l'enseignant doit être l'exemple, doit être celui-là qui doit continuer l'éducation au niveau de l'école. De l'école. Oui. Alors aujourd'hui, nous voyons que la relation entre enseignants et élèves, ce n'est pas comme avant. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est un plus de rapprochement. Donc comment voyez-vous cela? Est-ce normal? Moi, je dis que c'est le temps qui fait la réalité. Donc, au début, nous, quand on était élèves, et je crois que jusqu'à votre génération aussi, vous allez voir toujours des mutations dans les rapports entre les enseignants et les élèves. Nous, à notre époque, il était très difficile d'affronter son professeur, de lui poser même des questions en dehors de la classe. C'est seulement en classe qu'on avait ces prérogatives de pouvoir se rapprocher de nos enseignants. Mais aussi, il faudrait savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de jeunes professeurs. Le système éducatif était réservé à un certain groupe assez restreint, ce qui fait qu'elle se renouvelait difficilement et on trouvait toujours des gens très âgés par rapport aux apprenants. Donc déjà, la question de l'âge est appréciée. Et également, aujourd'hui, nous avons la prolifération des écoles, nous avons des jeunes enseignants, nous avons de jeunes élèves, donc des gens qui sont dans la même classe. L'un est professeur, l'autre est élève, mais ils ont presque la même tranche d'âge. Ce qui fait que les deux n'ont pas il n'y a pas trop de barrières entre les deux. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais maintenant, il y a aussi le comportement des élèves d'un côté qui, j'allais dire, il y a ce complexe qui devait normalement exister entre le patron et le subordonné, ce complexe-là n'existe plus. Et quand je parle de complexe, ce n'est pas du point de vue indiscipline totale, mais les élèves, des fois, il y a un problème d'appréciation de comment se comporter face à son professeur qui est en même temps son supérieur, même s'ils sont de la même tranche d'âge. Alors, je vais venir à Matignon. Comment voyez-vous le comportement de vos professeurs à l'école? Bon, selon moi, je pense que des fois les professeurs
devrait être moins autoritaire envers les élèves, mais aussi montrer un bon exemple. Parce que des fois, l'élève, il peut penser que il doit copier sur l'enseignant, du genre. Et des fois, l'enseignant peut faire des choses dont l'élève peut copier jusqu'à peut-être avoir des conséquences catastrophiques. Alors, pensez-vous aussi que les enseignants ne devraient pas changer le système? Par exemple, quand surtout la classe elle est nombreuse, comment ils arrivent à gérer ça? Parce que c'est vous les élèves, c'est vous qui suivez les cours. Est-ce que vous trouvez ça un peu normal? Non, mais tout dépend du comportement du professeur. Oui, tout dépend du comportement du professeur. D'accord. Donnez la parole à... Donc, comment trouvez-vous le comportement des enseignants dans les établissements? D'après moi, les professeurs, ils se comportent très bien. Oui. Envers les élèves, ils font leur travail. Ils font normalement leur travail. D'accord. Je vais venir à... Alors, vous allez me dire, par exemple, c'est quelle matière qui vous fatigue plus? Parce que des fois, on voit des professeurs, vous n'arrivez pas à suivre les cours, non. Surtout, je vais dire, les cours de maths. Parce que, voilà, j'ai envie de savoir, par exemple, c'est quoi le problème? Les élèves, pourquoi ils détestent le maths? Parce que des fois, c'est le professeur qui pose problème. Bon, pour moi, le problème ne vient pas du professeur. Nous, depuis au CEM, on n'aimait pas les maths. Le problème vient des élèves. Des élèves? Oui, ce n'est pas les profs. On trouve de bons profs à l'école, mais les élèves trouvent ça un peu compliqué, les calculs comme ça. Ils préfèrent les matières littéraires que les matières scientifiques. Alors pour vous, comment doit faire le professeur pour que les élèves puissent aimer sa matière? Il doit distraire les élèves parfois, pas toujours se concentrer sur le cours. Venir, faire des exercices, écrire et partir. Il faut parfois distraire les élèves. Oui. Distraire comment? Par exemple, si vous faites cours pendant 30 minutes comme ça, mettre une pause sur le cours et dire autre chose sur la vie comme ça. Oui. Leur donner envie de faire cours, quoi. Et d'apprécier le prof. Alors, M. Diatta, comment arrivez-vous à gérer une classe peut-être qui est pléthonique, peut-être une classe de 60 élèves à 70 élèves? Parce que des fois, c'est très difficile. Vous trouvez des comportements des élèves différents. L'éducation que Mariama a suivie ou que Mathé a suivie, ce n'est pas la même chose. Donc, vous mélangez tout ça dans une seule classe, alors que vous devriez faire comprendre à tout le monde. Comment arrivez-vous à gérer cela? Bon, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on apprend à devenir professeur. Donc, avec l'expérience, on arrive aisément à gérer certaines choses. Mais il faudrait avouer que c'est très compliqué de gérer une classe de 80 personnes. Déjà, normalement, 45 personnes, c'est déjà le top des tops. Maintenant, avec les difficultés de salle et consorts, nous sommes arrivés à 60 personnes. Et dans les écoles, nous allons au-delà. Donc, c'est très compliqué, c'est très pertinent de poser cette question parce que nous avons des élèves qui viennent des familles différentes et les éducations ne sont pas les mêmes. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle l'occupation rationnelle de l'espace dans la classe. Donc, quand vous êtes dans la classe, il faut savoir comment occuper l'espace, ce qui te permet d'avoir un regard permanent sur tout le monde. N'est-ce pas? Cela te permet également d'apprécier le comportement de chaque élève que vous êtes censé relever de manière tendre parce qu'en une journée, en une année, on ne peut pas changer le comportement radicalement d'un élève. Et que c'est vrai que nous sommes à l'école pour éduquer, mais on ne peut pas changer ce qui a été mis en comportement dans un enfant en une année. N'est-ce pas? Donc ce qui fait que le professeur, il va de manière pédagogique, doucement jusqu'à ce que l'élève puisse adopter un comportement idéal et peut-être le plus apprécié de la société parce que nous fabriquons, je pèse mes mots, nous construisons une image future. Alors, comment devrait se comporter aussi un professeur? Parce que ce n'est pas à l'école seulement, même à l'extérieur. Peut-être, nous voyons qu'auparavant, les professeurs surveillaient très bien leurs élèves, même en dehors de l'école. Ils se souciaient tout le temps de ce que vous faites dehors. Est-ce que cela peut continuer jusqu'à maintenant?
Oui, ça peut continuer, mais difficilement parce que nous avons d'autres paramètres d'éducation. Si vous prenez les écrans, par exemple, les écrans, quand je parle des écrans, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone portable. Donc, à l'époque, à part la télé, il y avait le professeur, les parents. Mais maintenant, en dehors de ces personnes précitées, il y a les écrans. Ce qui fait que le professeur, même s'il se comporte de manière idéale au dehors, mais l'enfant, il reste figé, il n'est pas attentionné par rapport au comportement de son professeur qui est en train de lutter contre sa propre personne pour donner une image d'une personne idéale. Donc, on le fait parce qu'on le sait, comme je vous l'ai dit à la formation, on sait qu'on est regardé, on est apprécié dans l'école, mais on est apprécié dans l'environnement, donc dans la ville, dans la cité, dans le village. Si vous allez dans les villages, vous entendez les vieux faire une comparaison d'antan. Ils te disent que l'enseignant, c'était le président dans le village, c'était le préfet dans le village, c'était le docteur dans le village. Donc, c'était quelqu'un qui avait plusieurs casquettes, n'est-ce pas? Mais là, c'est parce qu'il n'y avait pas trop d'éléments d'information. Donc, c'était l'enseignant qui avait cette culture-là, qui avait centralisé tout. Mais aujourd'hui, les élèves pensent qu'ils peuvent, ce n'est pas les élèves seulement, d'ailleurs la population pense qu'elle peut trouver d'autres ressources d'information et peut-être peuvent trouver des modèles outre que l'enseignant. Et ce qui fait, j'allais dire, c'est une erreur. Parce que l'éthique que l'enseignant a eu à acquérir au niveau de sa formation et qu'il devait proposer à la société, maintenant se voit, disons, non mis à profit par rapport à ceux qui l'observent, je veux dire même les élèves. Alors, Mathilde, comment doit se comporter un élève en classe? Parce que si on parle de la classe, c'est les élèves et le professeur. Donc, vous aussi, vous devrez montrer de bons comportements pour pouvoir donner un bon exemple. Parce que vous êtes appelés à devenir des grands journalistes, ou bien présidents, ou bien ministres. Déjà, selon moi, je pense que aussi l'élève doit contribuer aussi à une bonne démarche. Le professeur ne peut pas juste tout expliquer. Les élèves aussi doivent participer, avoir aussi la volonté aussi de travailler, puis aussi la discipline, parce que la discipline c'est très important chez quelqu'un. Pourquoi vous dites que c'est très important? La discipline, ça englobe. L'élève doit être discipliné envers ses autorités et aussi doit les respecter. D'accord. Donc, quelle est votre matière préférée? Moi, je dirais le français. Le français. Pourquoi vous avez choisi le français? Parce que c'est la matière où je me sens plus à l'aise. C'est à cause du professeur ou bien... Non, c'est pas à cause du professeur, mais juste que c'est naturel, quoi. J'aime ça. Mais le professeur vous enseigne très bien dans cette matière. Il nous enseigne très bien. Ils arrivent à vous mettre à l'aise dans cette matière. Oui. Donnez Alors, vous aussi, je vais vous poser presque la même question. Quelle est votre matière préférée? Moi, de dire le français. Français? Oui. Pourquoi le français? Non, parce que c'est une matière c'est une matière très naturelle. Je l'aime très bien là. Alors, vous aussi, comment doivent se comporter les élèves en classe? Parce que si on parle aujourd'hui d'une bonne éducation, vous aussi, vous devez prendre part de cette éducation. À vrai dire, si on y va à l'école, aussi, on doit montrer des bons exemples. Comme par exemple, le respect qu'on accorde les parents à la maison, on doit aussi accorder le même respect au professeur. Oui. Alors, vous êtes assidu à l'école? Oui. Vous participez bien? Oui. Ok. Alors, vous aussi, quelle est votre matière préférée? SVT. SVT. Oui. Alors là, il y a un changement. Pourquoi vous avez choisi SVT? Parce que c'est une matière que j'aime bien depuis, je dirais, la primaire, IST comme ça. Je me suis toujours concentrée sur SVT parce que ça m'a toujours plu de faire des expériences. Oui. Mais pourtant, c'est en français que je suis le plus en l'aise. Oui. Parce que notre prof de français, il sait comment gérer les élèves. Il nous met à l'aise pendant les cours.
fait, quand on fait pas cours, quand il dit de rentrer, tout le monde n'est pas content. Oui. Toujours on veut faire cours avec lui parce que c'est le prof qui nous met le plus en l'aise pendant les cours. Alors c'est pour cela que SVT est devenue votre matière préférée. Oui. Alors selon vous aussi, comment doit se comporter un élève en classe? Moi je pense que l'élève doit d'abord respecter son prof, respecter ses camarades et se respecter soi-même. Oui, c'est la base, je pense. C'est la base. Okay. Monsieur Diatta, alors vous avez entendu vos élèves. D'autres ont dit que c'est le français, leur matière préférée. L'autre a dit que c'est SVT. Alors, je vais vous poser la question en tant que professeur de français. Alors vous aussi, comment arrivez-vous à mettre à l'aise à vos élèves? Parce que les élèves ont tendance à dire que... Parce que les élèves, des fois, ils prennent leurs professeurs comme des idoles. C'est parce que les professeurs donnent de bons exemples en classe. Ils enseignent bien, ils expliquent bien et ils mettent les élèves à l'aise. Bon, moi personnellement, j'ai commencé par quelque chose de très difficile. Donc mon chemin d'enseignant est très tumultueux. Donc j'ai commencé déjà presque à 21, 22 ans à enseigner. Donc de facto, j'avais face à moi des élèves qui étaient quelquefois plus âgés que moi et qui avaient de la peine à me digérer. Donc au début, c'était tendancieux. Donc il y avait trop de litiges entre les élèves et moi parce que je voulais m'imposer en tant que professeur. Mais au fil du temps, je me suis dit qu'il fallait adopter un comportement plus ou moins tendre envers les élèves, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour que les élèves apprécient le cours. Parce que, quoi qu'on dise, si l'élève n'apprécie pas le professeur, il ne va pas apprécier en même temps la matière. Donc, avec le temps, l'expérience s'est installée. J'ai compris que les élèves sont mes partenaires, c'est comme ça que moi je les appelle. Ce qu'on appelle le cours premier, ce qu'on appelle l'entrée en matière ou l'accroche, en tout cas la prise de contact. Moi, j'essaie de dire aux élèves que je ne suis pas leur professeur simple, mais ils sont mes partenaires. Et j'explique cela de manière très simple. Je leur dis, si vous n'êtes pas là, moi, je n'ai pas de raison de venir parler dans une classe vide. On va me taxer de folie, n'est-ce pas? Alors que quand le professeur n'est pas là, les élèves peuvent travailler. Donc la condition sine qua non de l'existence du professeur, c'est l'élève. Donc je mets d'abord les élèves à l'aise. Et je dis aussi, je n'ai pas la foi qu'il y a un élève qui est nul dans la classe. D'ailleurs, cette notion, pour tous les élèves qui sont passés par moi, personne ne m'entendra dire que tel élève est nul. Parce que moi, je suis persuadé que l'intelligence disons, elle est universelle. Et donc, les élèves, seulement c'est la volonté. Et je travaille sur cela, la confiance de l'élève d'abord. Je montre à l'élève qu'il est capable de merveille, que l'élève est capable de faire des choses plus difficiles que les choses que je suis en train de lui montrer. Et ne serait-ce que ce matin, je leur disais que le cours de français, c'est comme une torche qu'on donne à un aventurier noctambule. C'est-à-dire celui-là qui voyage dans la nuit. On lui donne une torche. Donc, ce n'est pas la torche qui le guide, mais c'est lui qui utilise la torche par rapport à là où il veut s'orienter, n'est-ce pas? Donc, le cours, ce n'est pas seulement, c'est pas parce que le professeur était intelligent. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, parce que aussi il faut savoir qu'il faut se faire quelquefois une sorte d'introspection. L'introspection, c'est quoi? C'est avoir le courage de voir en soi et de voir si tu as été à leur âge. Si aujourd'hui le Seigneur faisait que tu avais l'âge de ces enfants-là et que vous partagiez la même classe, est-ce que tu allais être premier de classe? Donc c'est la question que certains professeurs peut-être oublient. Les élèves que nous avons là, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'eux, mais c'est parce que nous avons le privilège d'être leur coach. D'ailleurs, dans certains privés, eux, ils m'appellent coach. Parce que moi, je leur dis que je ne suis pas le professeur, je suis juste un coach. Le coach, ce n'est pas forcément, il est plus talentueux que les joueurs. Non, mais il est là, il a une technique et il sait comment placer la confiance dans l'esprit du joueur et le motiver à pouvoir aller de l'avant. Moi, c'est comme ça que j'apprécie la chose. Maintenant, quant au fait, pourquoi les élèves apprécient le français? Moi, je dis que, comme je te l'ai dit tout de suite, je sais que si les élèves me détestent, ils ne vont pas aimer la matière. Et le français au lycée, moi, je leur dis d'abord, il faudrait savoir quel est l'objectif du français. Parce qu'on enseigne tout sauf le français au lycée. Ça, il faudrait le savoir. Nous sommes des professeurs de lettres au lycée. Nous ne sommes pas des professeurs de français. On n'apprend personne à parler français au lycée. On lui donne des idées. Donc, on travaille sur la culture de l'apprenant. On travaille sur l'ouverture de l'esprit de l'apprenant. Parce que c'est en fait l'histoire des sociétés qui est enseignée. Et tout cela, l'apprenant doit savoir l'importance du professeur, l'importance du cours en classe. S'il le sait déjà, tu peux déjà susciter l'amour de la matière. N'est-ce pas? Alors, Mathilde, pensez-vous qu'un professeur doit être rigoureux, trop rigoureux en classe? Non, moi je pense que pendant
le cours, le professeur ne doit pas seulement trop se concentrer sur le cours. Il doit accorder quelques minutes de divertissement, histoire de libérer les esprits. Donc, vous préférez quelle sorte de divertissement en classe? Genre des blagues, tout ça, oui, c'est ça que je préfère. Je ne suis pas d'accord avec les professeurs qui quand ils font cours, ils le font genre, ils sont super focus sur le cours. Il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Pendant tous les... Donc, ils viennent, ils donnent le cours, c'est fini après. Oui, c'est fini. D'accord. Donc, vous proposez qu'il soit moins rigoureux, histoire de vous distraire en classe pour que vous vous mettiez à l'aise. Oui. Alors, M. Diatta, vous aussi, qu'en pensez-vous de cela? Parce que vous êtes professeur. Moi, je suis quelquefois très furieux de voir un élève qui, pendant mon cours, est en train de faire autre chose. Parce que moi, je me débrouille pour que chaque 30 minutes au moins, j'offre une récréation, ce que moi j'appelle une récréation interne. Donc, j'offre une récréation aux élèves. Je préfère que moi, je propose le divertissement. Parce que l'esprit de l'adulte, presque chaque 30 minutes se repose. Ça, c'est mécanique. Ce sont les merveilles de Dieu. C'est lui qui a fait des choses comme ça. Comme ça, l'esprit ne va pas être trop chargé. En tout cas, presque chaque 30 minutes, l'esprit de l'adulte se repose. Donc, si on a en conscience ce fait, on ne peut pas expliquer pendant 1 heure de temps, voire 2 heures de temps, prendre les enfants en haleine sans proposer autre chose. Donc, moi, les astuces que je prends, c'est les serrères, les djemekunda, les bodjankunda, inventer des histoires qui font rigoler un peu les élèves, c'est histoire de recharger les batteries et puis continuer le cours. Voilà, parce que si vous ne le faites pas, soit l'apprenant est en train de chercher un divertissement en essayant de tapoter son camarade et consort, ou bien est dans des rêves. Et c'est dangereux parce qu'en ce moment-là, toi, tu es en train de proposer quelque chose qu'il devait assimiler et lui, en ce moment-là, il veut se divertir. Il ne faut pas oublier également que nous avons des enfants qui doivent se divertir. Ça fait partie également de leur quotidien, le divertissement. Donc, ils vont venir des fois de 8h à 14h30. Ils ont seulement des moments de divertissement de 15 minutes pour la première récréation et 30 minutes pour la deuxième récréation. Donc, il faudrait avoir cela en conscience et savoir que l'apprenant également doit de temps à autre rigoler en classe pour pouvoir reprendre de l'énergie et suivre convenablement le cours. Voilà. Alors, que doit être le rôle du parent face à tout cela? Parce que le parent aussi a un important rôle à jouer face à l'éducation de l'enfant. C'est vrai que le professeur, il éduque, mais aussi le parent aussi a une grande responsabilité. Moi, je dirais que la responsabilité des parents, c'est la première des choses. Si tu vois ton fils, il descend à l'école, il y a certains, dès qu'il descend, c'est fini. Pour eux, l'école, c'est fini, c'est jusqu'à demain. Et alors ça, les parents doivent veiller ça. Parce que cela peut impacter des mauvaises qui... Ça peut impacter à leur vie. Oui. Cela peut peut donner des conséquences d'âge. Quelque chose d'anormal. Oui. Pour moi, les parents doivent toujours veiller pour que les élèves fassent leurs exercices, fassent beaucoup d'exercices et de prendre toujours les nouvelles, comment ils se comportent à l'école, à chaque fois. Parce que j'ai vu en Guinée récemment, il y avait, je ne sais pas, c'est un technicien, ou bien je ne sais pas, il a mis en place un logiciel dans leur école. Donc, de telle sorte que si l'élève entre à l'école, le parent est connecté à son téléphone, il télécharge l'application. Donc, de ce fait, il est informé de tout ce que fait l'enfant à l'école, du matin au soir, s'il est absent, ou bien s'il a été renvoyé, si on lui a donné une convocation. Il est au courant des renseignements généraux de ce que l'enfant fait à l'école. Donc, est-ce que ce nouveau système ne devrait pas être appliqué ici au Sénégal? Oui, c'est très important. D'abord, je rebondis sur la première question, l'importance des parents. Les parents, le plus souvent, quand ils envoient les élèves à l'école, c'est fini. Eux, ils pensent que voilà, il y a le professeur qui est là, alors qu'il y a toute une machine au niveau de l'école. Le professeur, il y a le professeur principal, il y a les surveillants, il y a le censeur, il y a le proviseur.
Donc, chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de régler le problème en classe, à l'école du moins, avant qu'il ne sorte. Donc, quand on convoque le parent, c'est pour lui dire, mais attention, tu as un rôle à faire. C'est ce que les parents ne savent pas. Tu as un rôle à faire, tu dois nous aider à gérer cet apprenant-là. Donc, les parents, il ne faudrait pas qu'ils disent, voilà, j'ai déjà inscrit mon enfant, et puis c'est fini. Je donne un petit exemple. Hein. Il y a au lycée à Onsane beaucoup de professeurs qui inscrivent et qui payent la fourniture pour des élèves. Mais rares sont les élèves même qui viennent demander qui a payé les inscriptions pour mon élève. Qui a payé la fourniture pour mon enfant. C'est pour dire qu'ils ont déjà, pour eux, l'enfant est à l'école, il est à l'école. Alors que nous, c'est une suite d'encadrement. Là, le véritable encadrement, c'est à la maison. Parce que même le professeur, son travail, 75% de son travail, c'est à la maison. Donc l'école, c'est juste une rencontre pour donner des directives et puis on continue. Donc si on laisse tout à l'enseignant, l'enseignant ne va pas suivre l'enfant jusqu'à la maison. Il y a de ces comportements-là que les parents doivent imposer à l'enfant. Imposer de manière très pédagogique, de manière très parentale, de manière très affective, imposer ces comportements-là. Quant à la surveillance des enfants, je crois que l'État du Sénégal est très en avance par rapport à ce que tu viens de dire là. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle planète enseignant, planète élève, planète parent. Ça, chaque parent doit aller au niveau du lycée et prendre le code parent qui lui permet de surveiller l'assiduité de l'apprenant. Si l'enfant est absent, le professeur fait l'appel, il est absent, il marque tout de suite absent et à la minute près, le parent doit savoir que son enfant n'est pas venu à l'école. N'est-ce pas? Mais là, les parents ne sont pas au courant. Ils ne savent pas qu'il y a cette réalité-là. Les élèves, beaucoup d'élèves aujourd'hui, si vous prenez le cas de la terminale, allez dans la ville de Bignona, posez des questions aux élèves de terminale pour le lycée à Onsane, dites-leur vous avez combien de moyenne. Ils savent déjà. Ils savent quelle est la moyenne qu'ils ont déjà eue au premier semestre. Via cet outil qui a été mis par l'État du Sénégal. Donc, en Guinée, c'était celui-là qui a créé ce logiciel. Il est très intelligent parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, l'évolution des droits doivent... parce que quand je parle des droits, il y a de ces violences qu'on doit appliquer à l'enfant. L'enfant a ses droits et puis il va porter plainte et qu'on sort. Le parent peut ne pas savoir si réellement c'était une violence ou bien ça en valait la peine. Maintenant, donc s'il y a un logiciel qui permet aux parents d'assister au cours à distance, déjà, il peut juger si son enfant est correct ou il n'est pas correct. Si l'enfant réagit à l'école ou il ne réagit pas à l'école, cela lui permettra de faire la continuité à la maison. Alors aujourd'hui, nous voyons des violences entre professeurs et élèves. Donc, pouvez-vous expliquer c'est quoi le problème en fait? Bon, ça c'est une violence de manière générale. Ce n'est pas seulement les élèves et les professeurs. Souvent, le patron est le subordonné. Quand je parle du patron, c'est celui-là qui dirige et les gens qui sont derrière. Le plus souvent, il y a ces problèmes dans toutes les entreprises. Rare de voir des subordonnés être unanimes par rapport au comportement du directeur. Mais parce qu'aujourd'hui, les professeurs ont peur des élèves. Oui. Parce que les élèves aujourd'hui, ils ont... je ne sais pas comment l'expliquer. Ils ont l'audace. Oui, cette audace-là, je l'avais expliqué au début avec le système de l'âge. Hein, et également les tricheries, la mauvaise tricherie qu'ils ont de l'écran. Donc, s'ils voient le comportement, c'est une mise en scène. Hein. Ils oublient que les écrans, ce sont des mises en scène. Donc, pour eux, ce sont des réalités. Parce que c'est leur niveau. Hein, ce sont des jeunes. Donc, ils pensent que voilà, ce qu'ils voient, c'est la réalité, alors que ce n'est pas ça. C'est juste des questions c'est des mises en scène. Donc, ils les copient. Ils voient dans les films des élèves qui viennent et qui se frottent au professeur. Donc, eux, ils se disent également, nous avons cette plénitude, nous avons cette possibilité de le faire. Mais bon, je crois que l'élève qui a cette continuité d'éducation à la maison, la grande sœur, le grand frère, le papa, la maman, peut lui dire, mais attention, ton professeur reste ton professeur. On ne te demande pas d'avoir cette peur au ventre toujours en face à ton professeur, mais quand même, le respect, il est là. Parce que même papa à la maison, on le respecte, mais on n'a pas peur de lui. Maman, on la respecte, mais on n'a pas peur d'elle. Ça devait être exactement la même chose. Moi, d'ailleurs, j'ai horreur des élèves qui ont peur de moi. Il m'arrive très souvent dans une classe, parce qu'il faudrait prendre des expériences personnelles, dans des classes, tu interpelles les élèves, tu veux arranger le cours, tu voudrais que le cours soit organisé, mais des élèves continuent à perturber. Donc on est obligé de renfrogner le visage et d'appliquer une certaine rigueur. Et quand tu le fais, tu as un effet. L'effet c'est quoi? C'est qu'il y a le silence, mais il y a l'effet contraire. Et le plus important, c'est la peur.
Voyez, donc les élèves ne répondent pas aux questions que tu poses parce qu'ils ont peur. Ce qui fait qu'il faudrait appliquer une certaine pédagogie pour mettre à la fois à l'aise les élèves et également imposer le respect. C'est très complexe. Hein? C'est très complexe. Okay. Alors, Mathie, est-ce qu'un élève doit être trop un peu méchant envers son professeur? Selon moi, l'élève ne doit pas être méchant avec son professeur. L'élève doit accorder le même respect qu'il accorde à ses parents, doit aussi l'accorder au professeur. Comme par exemple, moi, le respect que j'accorde à mes parents, à mon père, à ma mère, c'est le même respect que j'accorde à mes professeurs et à mes supérieurs aussi. D'accord. Alors, vous aussi, pensez-vous que l'élève doit être, par exemple, montrer un signe d'indiscipline envers son professeur? D'après moi, un élève doit bien se comporter car on y va à l'école pour apprendre. Et ce sont les professeurs-là qui nous donnent du savoir. Ce sont ces professeurs qui nous donnent du savoir. Si on pouvait seulement rester à la maison, si les parents pouvaient nous donner le même savoir que les professeurs nous donnent, alors il ne fallait pas la peine d'aller à l'école. Mais tel n'est pas le cas. On y va à l'école, ces professeurs, ils nous aident, ils nous orientent vers la bonne direction. Alors, on doit très bien les donner le respect qu'ils méritent, vraiment. Alors, vous avez un idole, vous, comme professeur? Moi, oui. Mon prof de français. Qui? Monsieur Diata. Pourquoi? Parce que il sait très bien comment faire son travail. Je dirais même, pour moi, il est le meilleur des profs de français au lycée, pour moi. Oui. Il sait comment distraire les élèves. J'ai toujours envie de faire cours avec lui. Oui. Alors, Monsieur Diata, comment arrivez-vous à gérer, par exemple, aujourd'hui, avec l'évolution de la nouvelle technologie? Parce que les élèves aujourd'hui, ils ne lisent pas. Ils se concentrent tout le temps sur l'Internet. Bon, ils peuvent te dire qu'ils font des recherches, alors qu'ils pensent que si vous expliquez du moins le cours, eux, ils ne se contentent pas de ce cours, ils vont aller faire des recherches pour pouvoir compenser. Mais d'autres ne le font pas. Ok, d'abord je dis merci à Claudicia qui trouve que je suis son idole et que je fais le travail de manière adéquate. Pour ta question, moi depuis 2015, on avait reçu ici un CPI. Je lui avais dit par rapport au téléphone portable que l'État du Sénégal, dans son volet éducatif, devait repenser sa pédagogie en prenant en compte les nouvelles technologies. Bon, à l'époque, on m'avait taxé d'être l'avocat des élèves, alors que moi j'avais vu loin. Pour moi, dire à l'apprenant de ne pas venir avec son téléphone d'abord, c'est se tromper. Toi qui demandes à l'élève de ne pas venir avec son téléphone. Si seulement on plaçait des gendarmes ou des détecteurs au niveau de la porte, on verra que 90% des élèves viennent avec leur téléphone. Ou encore, de manière générale, presque chaque élève a un téléphone ou bien manipule un téléphone. Si seulement on avait repensé le système éducatif en prenant en compte, excusez-moi, le téléphone portable, je crois que l'enseignant allait fournir moins d'efforts. Donc, l'État devrait mettre en place, par exemple, sur le programme, des leçons qui vont permettre aux élèves de pouvoir bien utiliser les TIC. Oui, non seulement ça, parce que ça, quand même, c'est déjà en cours, parce qu'il y a l'informatique qui est enseignée dans beaucoup d'établissements. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la pédagogie, que l'enseignant comprenne qu'il peut faire une suite d'enseignement à partir du téléphone. Par exemple, pour mes cours particuliers, c'est vrai qu'on ne nous le permet pas. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je dis aux élèves, sortez votre téléphone. Comme par exemple, j'enseigne jusqu'à 19h et que je dois descendre, je n'ai pas fini mon travail. Je dis, sortez votre téléphone, j'écris un sujet, ils prennent une photo. Chacun prend une photo. Ça ne demande pas une correction. Ça ne demande pas une connexion. Ils prennent la photo et je gagne en temps. L'apprenant, il va avec le sujet, pas seulement avec une photo. Arrivé à la maison, s'il arrive à avoir une connexion, il travaille, il m'envoie et je corrige à distance. Si je prends l'exemple également de la période de Corona,
Ça aussi, c'était quelque chose qui nous avait donné raison, nous qui étions en train de défendre un peu l'usage de la technologie, un peu dans les classes. Lors du corona, vous savez, il y avait le contact était limité entre les humains, malheureusement. Donc, il fallait continuer à enseigner. Qu'est-ce que moi je faisais? J'avais créé plusieurs classes virtuelles. Il y en a même des gens qui ne sont pas de Bignona, qui sont d'ailleurs, et qui demandent à participer à mon cours parce qu'ils ont été conseillés par un tel ou tel autre élève. Donc, je dis par exemple, de 10h à midi, je vais enseigner telle leçon, je vais enseigner le surréalisme par exemple. Et j'ouvre une plateforme où les élèves sont connectés. J'ai une classe virtuelle. J'expose, les élèves posent les questions en direct et moi je réponds. Si seulement l'État du Sénégal avait repensé l'usage du téléphone portable, je crois que la débauche... Comme nous, on le fait à l'US, l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, c'est possible, l'enseignement à distance, mais même en classe, je veux dire. C'est vrai qu'il peut avoir un autre problème parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le même téléphone. Si je parle du même téléphone, c'est par rapport à la valeur. Et que les élèves, le plus souvent, ils disent que tel camarade a un téléphone de telle valeur, moi j'ai un petit téléphone et consort. Mais dans la communication, il faut que le professeur puisse mettre tout le monde à l'aise, rendre chacun fier de ce qu'il a. Donc en classe, ce que moi je veux, c'est que qu'on puisse permettre l'usage de ce matériel-là. Par exemple, je fais un cours, j'explique, je donne une notion, je dis aux élèves, tapez dans telle chose avec telle adresse, vous allez voir la chose en physique. Parce que dans l'enseignement, il faut quand même des symboles, il faut du concret. Vous pouvez parler de, par exemple, si je prends le mythe d'Ulysse, quand j'explique ça en seconde, le mythe d'Ulysse, et que je parle du cheval de Troie. Mais quand je parle du cheval de Troie, un cheval en bois, mais les gens, ils se disent, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'inventer? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire des choses qui n'existent pas? Parce que le mythe, il est un peu imaginaire. Tu vois? Donc, mais quand je dis à mes apprenants, tapez à Google, mettez cheval de Troie et mettez image. D'abord, tout le monde voit l'image du cheval de Troie et ça devient du concret. Donc, ils savent que cette toile-là, ce n'est pas moi qui ai mis cette information là-dedans, c'est une information universelle. Donc, ce que le professeur est en train de dire, c'est déjà bien parce qu'il faudrait quand même un rapport de confiance entre le professeur et l'élève. Et cela également peut éviter la débauche. Vous avez dit que pendant que tu es en train de demander à ce que les gens apprennent à partir du téléphone portable, d'autres seraient en train de vérifier autre chose, de faire autre chose. Mais quand, par exemple, le professeur est formé par rapport à l'usage des technologies, il dit, par exemple, aux élèves, déposez les téléphones sur les tables. Ils activent le net quand et s'ils veulent. S'ils veulent. Si, par exemple, on veut également que cet usage soit d'actualité, on va créer des logiciels qui permettent aux professeurs, dans le cours, d'être connectés au téléphone de tous les élèves. C'est possible. Ça ne manque pas au Sénégal. On crée des logiciels qui permettent aux professeurs de surveiller. Pourquoi ne pas mettre des écrans au niveau de la classe? Par exemple, aujourd'hui, les conseils de classe, nous à l'époque, c'était par une vidéoprojecteur. Mais là, maintenant, on a un écran assez sophistiqué qui nous permet de brancher directement. Et nous sommes dans le net, nous sommes avec l'ordinateur. Tout le monde voit ce qui se passe. Ce qui permet de surveiller les élèves. Si l'apprenant sait qu'il est surveillé, il ne va pas utiliser son téléphone n'importe comment. Parce que dès qu'il touche quelque part, ça va s'afficher au niveau de l'écran et ses secrets seront dévoilés. Donc ça également, les gens doivent repenser par rapport à cela. Peut-être que c'est très profond ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est impératif pour moi. Parce que nul ne peut bloquer les élèves de venir à l'école et de faire usage de leur téléphone. Quand tu leur interdis le téléphone, ils sont en train de le manipuler. Parce que là, tu les pousses au vol. Ils sont dépendants du téléphone. Je crois qu'il faut leur permettre d'avoir le téléphone, de montrer le téléphone et de le surveiller. Excuse-moi de prendre trop de temps par rapport à ça. Quand c'était en 2013, chez les CRR, j'ai surpris des élèves à la fin de l'année en train de réécouter mes cours par Oufer. Ça m'avait tellement surpris qu'à la fin de l'année, nous avons déjà arrêté les cours. Maintenant, on a donné le temps aux élèves d'aller réviser individuellement, que des élèves autour du thé, du barada, du fourneau, étaient en train d'écouter mon cours. Je ne savais ni l'heure, ni le moment où ils avaient enregistré ce cours-là. Et puis, l'enseignement, c'est un art. Dans le cours, je peux inventer des histoires qui n'existent nulle part pour divertir les élèves. Donc, si je ne sais pas que je suis enregistré, ils vont m'enregistrer dans ma manœuvre de distraire les élèves faussement, n'est-ce pas? Et celui qui est extérieur à la classe ne peut pas comprendre et qui n'est pas dans l'enseignement ne peut pas savoir dans quelles circonstances j'ai raconté une telle ou telle autre histoire.
Alors, qu'est-ce que je dis à mes élèves? Celui qui veut m'enregistrer maintenant, à partir de ce moment-là, j'ai pris les dispositions personnelles qui peut-être sont à l'encontre de la loi du règlement intérieur. Je dis, celui qui veut m'enregistrer, qu'il me dise, monsieur, je vais vous enregistrer. Et ça passe. Des élèves me disent, je vais vous enregistrer parce que vous me connaissez. Moi, quand je parle, la voix tonne, même si vous êtes au niveau... Oui, même quand vous renvoyez des élèves, ils vont dire que même si je reste là-bas, je vais écouter. Je vais écouter, je vais écrire. Donc, les gens, ils peuvent enregistrer même quand ils sont derrière. C'est ça. D'accord. Donc, moi, je vois que les élèves, maintenant, ne lisent plus. Franchement, ils ne lisent plus. Ils se concentrent trop sur l'Internet, alors qu'il y a des livres qui ne sont pas disponibles sur Google. Ils ne vont plus à la bibliothèque pour lire. Peut-être ils attendent à l'approche des examens pour aller lire. Oui, la lecture. Parce que la lecture, c'est très important. Oui, le livre, en fait, c'est le livre de manière générale qui est en train de se substituer. Il est en train d'être substitué à... Parce qu'aujourd'hui, comme M. Sédar nous dit, aujourd'hui, même si on abandonne la bibliothèque, personne ne va partir à la bibliothèque pour voler les livres. Ils vont tout voler sauf les livres. Oui, il a raison. Il a raison. Mais si je prends, nous, notre exemple, à la bibliothèque universitaire, il y a des gens qui sont prompts même à déchirer des feuilles. Parce que quand vous sortez avec le livre, il y a l'alarme. On était tellement avide de lecture que quelquefois, quand tu vois un livre sur place, consultation sur place, tu ne veux pas sortir sans amener ces feuilles, ces quelques feuilles. Donc tu les voles comme si on était au Moyen-Âge, où les manuscrits faisaient l'objet de vol. Mais aujourd'hui, tu déposes ici un livre, tu le trouves là. Personne ne le prend. Parce que les élèves ne lisent pas. Donc le livre commence à perdre sa valeur. Donc comment le professeur doit faire pour que les élèves puissent s'intéresser plus à la lecture? Bon, moi, je reste dans ma logique, c'est qu'il y a un outil qui est permanent dans la poche de l'élève. C'est le téléphone. Donc il faudrait, par un questionnement, donner des livres virtuels et poser des questions qui poussent l'apprenant à consulter dans son téléphone le livre et à donner la réponse. C'est possible. Ou bien encore des livres transformés en images. Donc où il y a des commentaires. L'apprenant, il serait plus facile à être connecté à son écran habituel que d'aller ouvrir un livre et de lire. Même si nous savons que ce que le livre pourrait faire en l'élève, l'écran ne peut pas le faire. Parce que le livre te fait acquérir certaines compétences visuelles, c'est-à-dire l'orthographe des mots, la concentration. Parce que aussi la concentration, j'ai donné ici l'exemple de 30 minutes. Mais avec un entraînement, on peut aller au-delà de la concentration de 30 minutes. On peut se concentrer pendant 1 heure de temps sans être distrait. Et le livre fournit cela. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai peur d'ouvrir un livre quand je n'ai pas le temps. Parce que quand j'ouvre le livre, je ne le referme plus. Mais ça, c'est une habitude qu'on a mise en nous. Voilà. Alors, Mathieu, comment vous devrez faire pour pouvoir plus aimer la lecture? Parce que la lecture est devenue quelque chose de très important et je pense que ça s'apprend depuis le bas âge. Oui, ce que vous venez de dire, c'est très important aussi. Les élèves doivent plus se concentrer dans la lecture. Parce que, comme par exemple ici, dans la classe de seconde, si on ne lit pas, il y a certaines leçons dont fait référence à des œuvres. Donc, comme par exemple, quelle œuvre? Comme par exemple, Phèdre de Jean Racine. Phèdre de Jean Racine. Oui. Donc, imaginez si par exemple, l'élève ne s'intéressait pas à la lecture ou bien ne lisait pas des romans autour du genre. Maintenant, si l'élève venait par exemple en seconde, il aura des problèmes. Parce qu'il y a certaines leçons qui font référence à des œuvres. Donc, est-ce que les professeurs vous expliquent, par exemple, Jean Racine de Phèdre, Phèdre de Jean Racine du moins? Phèdre de Jean Racine, oui. Ils vous expliquent ça? Oui. Donc, vous partez c'est disponible à la bibliothèque? C'est disponible à la bibliothèque et sur Google aussi. Sur Google aussi, oui. Donc il faut lire. Oui. D'accord. Alors, vous aussi, qu'en pensez-vous de l'importance de la lecture? Parce que c'est la base de tout. Et je pense que c'est les professeurs qui devraient vous apprendre à lire. Et ça, depuis le bas âge. On ne doit pas attendre jusqu'en seconde pour pouvoir s'intéresser à la lecture. La lecture, ça éveille les élèves. Ça renforce leur niveau
en français. D'après moi, les professeurs, ils devaient imposer aux élèves de lire les œuvres. Par exemple, comment ils doivent faire? Comme si par exemple, ils imposaient les œuvres à travers le programme. Donc faire ça sous forme de devoir peut-être? Oui. Comme de poser des questions. Poser des questions oui. qui ont rapport avec le livre. Avec les livres. Donc oui. essayer de faire ça sous forme de devoir. Oui. Si tu ne lis pas les Si livres, tu ne tu lis ne pas. pourras pas avoir la moyenne. La moyenne. Oui. Alors, vous êtes d'accord sur ça? Oui, je pense que les profs doivent imposer la lecture aux élèves. En fait, les élèves d'aujourd'hui, ils adorent les plus, pour que les profs leur donnent des plus. Maintenant, si vous dites aux élèves de lire tel livre de telle page à telle page, celui qui le fait aura plus tel. Tous les élèves vont faire ça. Oui, parce qu'à l'école, c'est la concurrence. Donc, M. Diatta, vous êtes d'accord sur ça, sur cette méthode? Oui, c'est une méthode parmi tant d'autres. Hein. Pour le moment, nous sommes avec l'humanisme et nous sommes avec les techniques d'exercice au niveau du lycée. Mais ils vont comprendre tout de suite que nous avons des méthodes pour leur imposer certaines lectures. Parce que quoi qu'on dise, la seconde, les livres proposés, les documents proposés ou les œuvres proposées au programme sont d'un français assez solide. Parce que nous sommes au XVIe siècle. 16e siècle, 17e siècle, c'est très solide. Mais quand même, nous avons notre technique. Moi, personnellement, comment je fais? Par exemple, pour faire de Jean Racine, je résume cet ouvrage en à peu près 11 pages, 12 pages, et j'impose la mémorisation aux élèves. Donc, quand j'impose la mémorisation, après, il y a une mise en scène. Dès qu'ils mettent en scène, la mémorisation va céder et la compréhension va venir. Parce que quand on mémorise, on cesse de réfléchir, comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves. Mais quand même, je passe par la mémorisation et la mise en scène qui permet maintenant de faire revenir les faits recherchés. C'est la compréhension de l'ouvrage. Voilà. Donc, je vais vous laisser dire vos derniers mots, Mati. Qu'est-ce que vous dites à vos camarades et aux chers téléspectateurs qui nous regardent? Je dirais, je fais appel aux élèves de plus se concentrer sur les cours et d'avoir la volonté d'apprendre, d'étudier pour réussir demain. D'accord. Alors, votre dernier mot? Bon, je salue tout le monde, je salue les chers téléspectateurs qui nous regardent. Et je dis encore, je passe un message à mes amis. Je les invite à lire et les invite à donner du respect, à respecter les professeurs. Et je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup. Moi, Claudicia, je m'adresse aux élèves. Je pense qu'ils doivent avoir le respect envers leurs profs, se comporter avec eux comme leurs parents, leurs frères, même leurs sœurs. Oui, je pense que c'est ça. Alors, M. Diatta, votre dernier mot? Bon, moi, je ne cesserai de remercier Bignona TV à travers votre personne, vous qui avez eu qui m'avez donné l'occasion de pouvoir me présenter ici et de parler d'un sujet aussi important. Donc, votre structure est à vraiment féliciter et à encourager. Vous êtes une nouvelle structure, une jeune structure, mais je vois devant vous un avenir assez radieux. Donc, je vous encourage, je vous dis merci pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Concernant cette émission, alors je dis aux élèves de faire un bon usage de ce qui a été dit ici et à tous les téléspectateurs de pouvoir faire le bon usage de ce que nous avons eu à dire ici. Et merci à tout le monde, votre équipe technique, votre directeur, ainsi de suite. Merci. Alors, merci M. Diatta et merci aux élèves qui n'ont pas hésité à venir répondre présent à l'appel. Je vous remercie bien et j'espère que mes chers téléspectateurs ont eu quand même quelque chose à noter. Et les chers élèves, vous qui nous suivez, j'espère que vous notez très bien de tout ce qu'on vient de dire. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'enseignant représente quelque chose de merveilleux face à la carrière de l'élève. Donc, merci beaucoup. Et ceci met fin à notre émission Carrefour de l'éducation. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Merci. Merci.